Les personnes qui ne savent pas trop ce qu'est le burn-out, bien souvent, elles vont penser que c'est feignant, qui tire au flanc, etc. Qu'il suffit d'aller voir un médecin pour dire voilà, je veux arrêter moi. Ben, ça ne se passe pas comme ça, hein. Généralement, moi, les patients qui sont en grande souffrance, ils supplient leur médecin de ne pas les arrêter parce qu'ils veulent continuer à travailler, parce qu'ils veulent être là, ils veulent être présents, etc. Delphine Brioude, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée en psychologie de la santé. On va parler plus particulièrement aujourd'hui du burn-out, puisque vous exercez dans une clinique qui a un service spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Qu'est-ce qui se passe dans ce service dédié au burn-out? L'idée, c'est d'identifier les facteurs de risque et les facteurs de protection. On va apprendre aux patients à mieux comprendre qu'est-ce que c'est le stress, quels sont les effets du stress sur la santé. Ça va leur permettre aussi de comprendre quelle est la différence entre un syndrome d'épuisement professionnel et une dépression. Et puis on va identifier, donc je vais les aider à identifier les stresseurs professionnels qu'ils ont rencontrés, les stratégies qu'ils ont pu mettre en place, est-ce que ça fonctionne ou pas, et quelles seraient les stratégies à développer par la suite. Le dernier baromètre santé mentale du cabinet Cali Social indique que 25% des personnes qu'ils ont interrogées, 3000 personnes, se déclarent en mauvaise santé mentale. Quelle est la définition du burn-out? Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de consensus international. En tout cas, il y a une définition qui fait consensus tout de même, celle de Maslach, donc qui est un chercheur aux États-Unis, donc qui a commencé ses recherches à peu près dans les années 70. Et donc Maslach va décrire un syndrome qui va regrouper 3 types de symptômes. Un premier type de symptôme, c'est l'épuisement émotionnel, qui généralement est associé à un épuisement physique. Donc la personne, elle se sent fatiguée, elle a le sentiment que ses ressources émotionnelles sont épuisées, elle peut être frustrée, elle se sent à bout. Donc ça, c'est le premier type de symptôme. Le deuxième type de symptôme, ça va être les difficultés relationnelles, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Donc là, c'est la relation à l'autre. Donc la personne, elle va commencer à être un petit peu désagréable, elle peut devenir cynique, et à minima, elle peut s'isoler, c'est-à-dire qu'elle va éviter les pauses café, elle va éviter de manger avec les autres personnes. Et puis elle va parfois être un petit peu désagréable. Ou alors elle va vraiment éviter complètement d'être désagréable avec ses collaborateurs, ses clients, ses patients ou ses élèves. Et à ce moment-là, elle va déplacer ce côté un petit peu cynique ou avec des difficultés relationnelles à la maison. Donc j'ai des patients moi, qui vont avoir des relations plutôt bonnes au travail, mais qui se décrivent comme étant dans le contrôle, la maîtrise à la maison, qui vont être assez intransigeants à la maison. Donc ça, c'est le deuxième type de symptôme. Et puis le dernier type de symptôme dans le burn-out, ça va être la réduction de l'accomplissement personnel. Donc à ce moment-là, la personne va commencer à douter de ses compétences, elle va se sentir nulle, elle va avoir l'impression qu'elle n'arrive pas à gérer, elle va douter d'elle et puis elle va finir par être résignée. Vous évoquiez tout à l'heure des facteurs de risque et des stratégies. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu de quoi vous parlez? Oui. Alors, dans les facteurs de risque, il y a plein de choses. On va dire que bien souvent, dans le burn-out, c'est assez multifactoriel. C'est-à-dire que ça peut être un environnement professionnel avec une charge de travail conséquente. Moi, j'ai des patients, suite à leur arrêt maladie, qui ont été remplacés par 2 voire 3 personnes à temps plein. Donc ça, c'est quand même un facteur de risque. Après, vous pouvez avoir des milieux professionnels où il va y avoir des difficultés de gestion avec, par exemple, des clients, ou avec des patients, ou avec des élèves. Ça peut être des facteurs de risque. Et puis, il va y avoir des facteurs qu'on pourrait qualifier d'intrinsèques, où moi j'ai beaucoup de patients qui ont un rapport au travail quand même un petit peu particulier, avec un surinvestissement, avec un certain perfectionnisme, avec des exigences élevées. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont avoir du mal à s'affirmer, à dire non, par exemple. Donc là, on va être plutôt dans des facteurs de risque. Et au niveau des facteurs de protection, donc ça, on va essayer de les développer. Ça va être, par exemple, mieux gérer son stress, mieux gérer ses émotions, gagner en prise de recul, par exemple, demander de l'aide. Souvent, les personnes ont du mal. Donc, tout ce qui est stratégie d'adaptation, en fait. Donc, essayer de trouver des solutions seules, essayer de trouver des solutions avec les autres, mais aussi apprendre à moins souffrir de la situation et apprendre à aller vers une forme d'acceptation qu'on ne peut pas tout maîtriser, qu'on ne peut pas tout contrôler, que ça n'est peut-être pas de notre responsabilité également. Les femmes cadres sont particulièrement sujettes au burn-out, selon plusieurs études sur le sujet. Oui, tout à fait. Moi, j'ai surtout des patientes, plus de femmes que d'hommes, qu'elles soient cadres ou non. J'ai plus de femmes. Les femmes que j'ai ont plutôt sont dans des situations où elles sont mères isolées, donc elles sont seules à ramener l'argent au foyer. Après, j'ai beaucoup de patientes qui ont été éduquées, alors dans leur éducation, la société, il faut être forte, il faut s'en sortir seule, il faut s'assumer, il faut être autonome.
Donc ça contribue à ce qu'elles restent dans un environnement professionnel qui ne leur convient pas ou qui les met en souffrance. Après, pour les femmes cadres plus spécifiquement, comme généralement elles sont au forfait, elles n'ont pas d'horaire. Et donc, elles vont faire des heures et des heures, vont avoir certaines responsabilités. Elles vont bien souvent vouloir faire aussi bien que les hommes, avoir une carrière, voilà. Et du coup, ça les met en difficulté par rapport à l'environnement familial, par rapport aux enfants. Donc, elles vont avoir tendance à faire leur journée, à rentrer chez elles, à gérer les enfants, etc. Une fois que les enfants sont au lit, elles se remettent au travail une partie de la nuit. Vous évoquiez la question du forfait jour que beaucoup de cadres expérimentent. C'est un piège, ce mode de fonctionnement? Alors, de mon point de vue, oui. En tout cas, de ce que je vois, de ce que me rapportent mes patients. Parce que du coup, voilà, ils sont au forfait, ils n'ont pas d'horaire. Et comme ils sont très investis dans leur travail, que généralement leur travail leur plaît, du coup, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite entre la vie pro, la vie perso. Ils vont faire des heures et des heures et des heures. Et du coup, ils vont s'épuiser là-dedans. On entend parler de la semaine de 4 jours de plus en plus. Est-ce que cette semaine de 4 jours ou d'autres formes de flexibilisation du travail peuvent, selon vous, peut-être jouer sur le burn-out, limiter les cas de burn-out? Alors, limiter, je ne sais pas. En tout cas, moi, les retours que j'ai de mes patients, ils diminuent leur temps de travail, mais ils ont la même charge de travail. Donc, alors, semaine de 4 jours, très bien, mais il faut avoir du travail du coup pour 4 jours. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont passés à 80%, mais ils ont une charge de travail à temps plein. Donc voilà, flexibilité, mais il faut que ce soit réellement dans les faits, que la charge de travail soit corrélée avec le nombre d'heures que la personne est censée faire. Est-ce qu'il y a le cas particulier des managers aussi qui font des burn-out parce que leur position fait qu'ils ont des décisions à prendre qui ne sont pas toujours raccord avec peut-être leurs propres valeurs? Est-ce que vous entendez parler de ce genre de situation avec des managers qui ne s'y retrouvent plus et dans la charge de travail, mais aussi sur ce qu'on leur demande de demander à leurs équipes? Oui, tout à fait. J'ai beaucoup de managers. Alors, qui font des burn-out bien souvent parce qu'ils sont très investis, parce qu'ils ont beaucoup de travail, mais aussi parce que leur position fait qu'ils sont en difficulté et bien souvent ils vont avoir des conflits de valeurs, des conflits de valeurs assez importants entre ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils doivent demander à leurs équipes, avec parfois le fait d'être en désaccord avec la stratégie ou la manière de faire les choses, ou rajouter encore de la charge de travail aux personnes alors qu'elles sont déjà sous l'eau. Et puis, bien souvent, moi, ce que je remarque, c'est que les managers que j'ai en burn-out dans mes groupes de thérapie, ils essaient d'absorber la charge supplémentaire de leur équipe. Donc, ils essaient de faire le tampon pour éviter que leurs équipes soient trop en souffrance. Est-ce que vous observez des spécificités dans le burn-out des jeunes générations par rapport à la génération de leurs parents, on va dire? Alors, j'avoue que j'ai très peu, voire quasiment pas de jeunes patients en burn-out. C'est très, très rare. En moyenne, mes patients, ils ont 45-50 ans. Les jeunes générations ont peut-être la valeur travail un peu moins investie, ou en tout cas, ils identifient le travail comme étant un moyen de subvenir à leurs besoins, de faire des choses qui leur font plaisir, et plus comme leur identité, ou en tout cas comme étant leur source principale de plaisir dans la vie. Moi, j'ai des patients, leur seul plaisir dans la vie, c'est le travail. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas parce qu'on s'inscrit à un cours de yoga à 18h qu'on va y aller envers et contre tout. Il faut parfois se faire violence pour quitter le travail. Oui, tout à fait. Alors, j'ai des patients, ils ne peuvent partir à l'heure. Alors, après, tout est relatif. J'ai des patients qui commencent à 7h, qui finissent à 20h et qui trouvent ça tout à fait normal. Et partir à l'heure, c'est-à-dire à 18h, il faut avoir une raison valable, c'est-à-dire un enfant qui est malade ou la réunion parents-prof à l'école, etc. Donc, partir à l'heure, entre guillemets, pour aller à son cours de yoga, c'est pas possible. Donc c'est vrai que je pense qu'en France, on a un peu une difficulté avec ça. Alors petit à petit, ils arrivent à avoir la conviction que c'est important pour eux de prendre soin d'eux. Et après, je pense qu'en effet, pour les entreprises ont tout à gagner à avoir des salariés en bonne santé physique et psychique et qui peuvent avoir la capacité de prendre soin d'eux, de faire leurs activités, etc. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une raison valable pour pouvoir partir à l'heure, entre guillemets. Est-ce que vous pensez que le burn-out est en passe de devenir un enjeu majeur de santé publique? Alors je pense que c'est déjà un enjeu majeur de santé publique, ça a quand même des conséquences importantes sur les personnes. Donc il y a le burn-out, mais si le burn-out s'installe trop, ça peut dévier après vers une dépression, avec des arrêts maladie plus ou moins longs, avec des conséquences pour la société en termes de coûts, sans parler des risques musculo-squelettiques, des addictions. On le voit, voilà, les derniers chiffres récents avec
le fait que les personnes, la consommation de cocaïne a doublé, voilà, il y a la consommation d'alcool, enfin, il y a plein de conséquences pour la santé des personnes, physiques et mentales, pour les sociétés et pour la société de manière générale. Comment la perception du burn-out évolue dans la société? Est-ce qu'il est encore stigmatisé ou est-ce qu'il est mieux accepté? Alors, il est quand même ça commence à évoluer. Moi, je remarque que mes patients, lorsqu'ils en parlent en société, bien souvent, il y a un retour assez positif. Et puis, il y a des personnes qui vont leur dire « moi aussi, j'ai fait un burn-out, je connais quelqu'un, etc. » Après, ça reste quand même assez stigmatisé. Les personnes qui ne savent pas trop ce qu'est le burn-out, bien souvent, elles vont penser que c'est feignant, qui tire au flanc, etc. Qu'il suffit d'aller voir un médecin pour dire « voilà, je veux arrêter moi ». Ça ne se passe pas comme ça, hein. Généralement, moi, les patients qui sont en grande souffrance, ils supplient leur médecin de ne pas les arrêter parce qu'ils veulent continuer à travailler, parce qu'ils veulent être là, ils veulent être présents, etc. J'ai beaucoup de cas de patients, leur médecin généraliste leur a fait un arrêt maladie, ils n'ont pas utilisé l'arrêt maladie, ils ont continué à travailler. Donc ça, c'est quand même une problématique parce qu'il y a de la culpabilité, parce qu'ils pensent qu'ils vont être jugés, qu'ils ne vont pas être compris, etc. Alors, ça évolue, mais c'est encore... mais une fois encore, parce que les gens ne savent pas ce que c'est. Ils pensent que, voilà... tiens, je suis fatiguée, tiens, je suis en burn-out, je vais me faire arrêter 15 jours et ça ira mieux. C'est pas comme ça que ça se passe. Merci à vous. Très bien.